Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Salut Lucie! Salut Morgane. On se retrouve pour un nouvel épisode, encore un, sur une autre idée reçue, ou en tout cas un autre sujet qu'on a envie de développer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va, j'ai envie de dire taper fort, mais on va voir sur la suite, mais il y a des chances qu'on tape fort sur un grand thème. On avait envie de vous parler un enraînement spécifique, parce qu'on va parler de l'enraînement qui est aussi appelé enraînement éthologique. Et on va développer la phrase, on va démonter la phrase l'enraînement éthologique travaille le dos du cheval. Peut-être pour que toutes les personnes qui nous écoutent sachent de quel enraînement on parle. Cet enraînement dit éthologique, vous pouvez taper sur Google pour voir à quoi ça ressemble. Mais c'est l'enraînement, vous savez, un peu élastique parfois, qui passe sur le garrot du cheval, entre les antérieurs, et qui s'accroche au mort avec des mousquetons, donc de part et d'autre. C'est un espèce de grand, parfois il est élastique, parfois il y a des gens qui l'utilisent avec, moi je l'ai fait à l'époque, voilà, quand je me revois, avec, j'avais pris 2 longes, tu vois, 2 longes de licol que j'avais fait un nœud, donc en plus il y avait un nœud sur le garrot, c'était fantastique. On va vous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est pas une bonne idée, encore moins une bonne idée de le faire comme ça. Mais voilà, on avait vraiment envie de parler de ce sujet-là, parce qu'on le voit beaucoup. Et comme il y a éthologique dans le mot, beaucoup de personnes imaginent que c'est respectueux de l'éthologie, et donc respectueux du cheval, du comportement du cheval, etc., etc. Et on va vous expliquer du coup, nous, la logique qu'on met derrière ça et pourquoi on ne l'utilise pas, en fait. C'est ça. Voilà. Déjà pour commencer, je pense que c'est bien de rappeler le grand fonctionnement de base des chaînes musculaires chez le cheval. Ouais. Donc de repartir un peu d'une base biomécanique pour qu'un cheval fonctionne bien dans la totalité de son corps, il faut que chaque groupe musculaire puisse se contracter et se relâcher d'égale manière. Donc, on a deux chaînes musculaires principales, la chaîne dorsale et la chaîne ventrale. Donc, la chaîne ventrale va concerner tous les muscles partant du dessous de l'encolure jusqu'aux abdominaux et aux muscles de l'iliopsoas. Et la chaîne dorsale les muscles de la chaîne dorsale sont ceux qui vont se situer sur le dessus de l'encolure, puis sur le dessus du dos, puis sur la croupe, jusqu'à l'arrière du membre postérieur. Pour que ces deux chaînes fonctionnent correctement, il faut que les muscles concernés puissent, donc je le répète, à la fois se contracter et à la fois se relâcher. Donc la base de la base, et je pense que là-dessus on se rejoint beaucoup, c'est la décontraction, puisqu'on sait qu'un cheval qui va manquer de décontraction va être incapable de se relâcher, donc il va avoir des mouvements et une action musculaire limitée et non optimale. Ouais. Et ça, je pense que c'est intéressant de partir de là, puisqu'en général, quand on a besoin d'utiliser un enraînement, en tout cas dans la majorité des cas, c'est parce que l'attitude de notre cheval ne nous va pas, il a la tête haute, donc on se dit que c'est pas OK. Le Ouais. constat est bon. Un cheval qui est toujours en train de contracter sa chaîne dorsale, donc de raccourcir sa chaîne dorsale et donc de lever la tête et d'éloigner les postérieurs, on est d'accord pour se dire que c'est pas une posture qui est propice à un travail correct au niveau biomécanique. Ouais. Maintenant, on a deux possibilités. Et c'est là où déjà on est face à un choix en tant qu'homme de cheval, c'est de savoir si on va vouloir tirer de manière contrainte grâce à un enraînement, quel qu'il soit, donc tirer cette chaîne dorsale pour l'étirer, pour étirer ses muscles et donc faire descendre la tête sur des muscles qui ne sont pas relâchés. Donc on va tirer de manière artificielle des muscles qui ne sont pas capables pour une raison ou pour une autre de s'étirer et de se relâcher correctement. Mm.
on va utiliser un enraînement qui va contraindre le cheval à mettre sa tête dans une certaine position pour que, effectivement, visuellement en tout cas, la tête soit en bas et le dos s'étire, mais de manière artificielle, puisqu'à la base, c'est pas sa posture naturelle. Encore une Ouais. fois, quelles que soient les raisons pour lesquelles il n'a pas une posture en flexion, mais plutôt il est toujours dans un schéma d'extension, donc avec cette tête haute et le dos un peu creux. Ou alors, est-ce qu'on va prendre le temps de trouver la cause de ce schéma d'extension euh, et puis de travailler petit à petit dans une gymnastique plus douce et plus progressive pour que l'attitude se modifie à partir du moment où le cheval est capable de maintenir une position avec une tête plus orientée vers le bas. Ouais. J'aime bien. Moi, je dis beaucoup en ce moment, tu sais, la phrase qui est une partie de ce que tu dis aussi, c'est qu'un muscle qui n'est pas capable de se relâcher n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Donc, Tout on à a fait. vraiment ce truc de. Moi, j'aime bien le dire comme ça parce que du coup, ça veut dire que notre priorité, on donne la priorité au relâchement. Et je pense que quand on donne la priorité au relâchement, en vrai, on règle déjà pas mal de problèmes. Quand, Ouais, j'irais même un tout petit peu plus loin quand on donne la priorité au relâchement et à l'équilibre. ouais, carrément. Parce qu'on sait que, et notamment l'équilibre vertical, donc l'équilibre gauche-droite, entre Ouais, le côté gauche et le côté droit. On sait que la tête et l'encolure, c'est ce qui va permettre au cheval de se rééquilibrer en cas de déséquilibre. ouais, Et du coup, pour moi, la principale problématique d'un cheval qui est dans un schéma d'extension, ça va être un problème d'équilibre avant tout. Donc, on peut hein, effectivement aller contraindre la tête et lui mettre la tête en bas de manière artificielle, mais à aucun moment on va lui permettre de sortir de cette posture, donc de chercher son équilibre. On va lui dire, bah, c'est comme ça, la tête est en bas, débrouille-toi avec cette posture de tête, même si ton corps n'est pas prêt à être en équilibre, de toute façon, là, tu n'as pas le choix. Sauf qu'en vrai, ça ne va pas nous permettre de remettre notre cheval en équilibre du tout. Au contraire, on va créer encore plus de compensation et de contraction, puisque à aucun moment notre cheval ne pourra sortir de la posture et se dire attends, là je suis pas, c'est pas possible pour moi, j'ai besoin de remonter la tête pour retrouver un équilibre qui me correspond mieux pour l'instant dans l'état de musculaire et dans l'état de décontraction et dans l'état dans l'avancement du travail où je suis. Je me remets là où je suis confortable. Moi, mon rôle de cavalier, ça va être ou de longeur, ça va être de lui dire, bah écoute, regarde, si tu te remets un peu plus en équilibre latéralement, verticalement, tu vas pouvoir de nouveau relâcher tes muscles du dos et donc venir descendre la tête. Et puis quelques foulées après, ça se redégrade. Donc hop, le cheval ressort de la main, entre guillemets. C'est pas grave, on remet de l'équilibre, on retravaille. Hop, le cheval de nouveau peut descendre la tête. Et là, on est dans une vraie progressivité qui donne la place au cheval à collaborer et à être actif dans le travail et pas juste contraint par un outil artificiel et extérieur. ouais, complètement. Tu fais effectivement une belle transition toute faite vers ce que moi j'appelle l'équitation collaborative, ce truc de co-construction et ce truc qu'on partage, cette valeur qu'on partage toi et moi, en vrai, ce qui nous intéresse, c'est de co-construire nos séances avec les chevaux et pas simplement de lui dire tu mets ta tête là, tu mets tes postérieurs là, tu fais ça comme ci, tu fais ça comme ça. Et vraiment juste enfin, et notre job à nous, en tout cas la façon dont nous on le perçoit et on a envie de le développer, c'est ouais, ce truc de bien, essaye ça, bah tiens, essaye ça, tu vois, et je trouve que ça fait une vraie différence. Et effectivement, souvent, les enraînements, peu importe, là, on parle de l'enraînement éthologique, on vous dira après pourquoi on a choisi de parler de celui-là et qu'est-ce qu'il engendre chez les chevaux, mais en fait, peu importe l'enraînement, en termes de collaboration, enfin, tirer sur une corde pour demander, enfin, pour exiger, on n'est même plus dans la demande, tu vois, on est pour exiger une position particulière que le cheval ne donne pas naturellement, sinon on n'aurait pas besoin de ça. Bah, la collaboration, là, de base, elle est pas là, quoi. Oui, et puis on a encore une fois, moi, il y a la notion de collaboration qui t'est chère, et moi, c'est la notion de progressivité Et qui ouais, est hyper importante pour moi. C'est-à-dire que vous, quand vous faites du yoga ou du pilate, vous n'allez pas du jour au lendemain être capable de mettre vos pieds derrière la tête. ouais, Et si jamais on utilise un outil qui va vous contraindre et qui va vous obliger à le faire, bah, je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire d'un point de vue musculaire, articulaire et squelettique. ouais, Mais d'ailleurs, on peut en parler hein, dans cet enraînement plus précisément et du fonctionnement de cet enraînement d'un point de vue biomécanique. Donc, on a deux mousquetons qui viennent s'attacher sur le mors.
Les deux cordes de chaque côté donc, vont passer au niveau du passage de sangle, donc à un endroit où il y a des plis de peau et qui vont donc engendrer des frictions. Et qui viennent, et donc ces deux cordes se rejoignent au-dessus du garrot sur un point fixe au niveau d'une thoracique. Le garrot, c'est l'élément qui est vraiment central dans la biomécanique d'un cheval, puisque c'est lui qui va nous donner des indications sur la tonicité de la ceinture scapulaire, donc tous les muscles qui se retrouvent sous le poitrail du cheval, poitrail et sternum. Ce garrot, on a envie qu'il monte. Donc si on met un point fixe au niveau du garrot, à chaque fois que le cheval, dans sa locomotion, va avancer ou rétracter son membre antérieur, déjà d'une, on va avoir des à-coups dans la bouche. Donc il y a de très fortes chances que le cheval, pour se protéger de ces à-coups qui sont extrêmement désagréables, vienne se mettre en arrière de l'enraînement, donc viennent céder à la pression, mais en venant contracter uniquement sa chaîne ventrale, donc les muscles qui se trouvent en dessous de l'encolure, Ouais. et absolument pas venir s'engager dans la chaîne dorsale, donc venir engager les muscles du dessus de l'encolure. Donc on a des chevaux qui apprennent la mise sur la main en cédant à la pression. Et d'ailleurs, on peut le faire ensemble, c'est un exercice qui est intéressant. Vous pouvez très bien, vous, chez vous, venir juste, avec votre tête, venir juste fléchir la nuque. Et vous voyez que votre dos peut rester complètement relâché. Quand vous faites juste ce mouvement avec votre tête de bascule de la nuque, vous pouvez très bien ne pas engager votre dos. Donc, c'est exactement la manière dont cet entraînement fonctionne. C'est-à-dire qu'il va demander aux chevaux de venir céder à la pression. Donc, effectivement, sur l'image, c'est joli, vous avez un cheval rond, etc. Mais en fait, il engage les mauvais muscles de la mise sur la main, donc ceux qui sont situés en dessous. Et à terme, ça va faire des chevaux qui vont développer, par exemple, des particularités de conformation comme la gorge de pigeon, où ça va être le muscle sternocéphalique qui gonfle, et le muscle sternocéphalique, c'est celui qui est responsable de la bascule de la nuque, comme ça. On va imaginer qu'on a un poney, on va non plus ne faire que basculer la nuque, mais vraiment, hop, engager tout le dos, tout le garrot, donc qui correspond à notre vertèbre saillante, là, entre les omoplates. Et là, on voit qu'en fait, la mise sur la main, elle se fait vraiment à partir du dos, le dos est engagé, et au final, ce qui se passe ici, en dessous le menton, là, c'est relativement relâché. Et donc là, on a un cheval qui vient prendre le contact, qui vient prendre un appui correct avec avec la ligne du dessus, à partir du point mobile qui va devenir le garrot et le point fixe qui va devenir la tête. Et pour moi, c'est vraiment une hérésie biomécanique de ce point de vue-là, puisqu'on va apprendre aux chevaux à se mettre sur la main avec les mauvais muscles. Ouais. Donc, quand on va monter dessus, ils vont avoir appris le contact. Ok, c'est désagréable, je cède à la pression. Je viens uniquement travailler avec mes muscles, ma chaîne ventrale, plus du tout ma chaîne dorsale, engagée. Et c'est extrêmement compliqué de rééduquer au niveau fonctionnel des chevaux qui ont appris, entre guillemets, la mise sur la main, une mauvaise mise sur la main de cette manière-là. Ouais. Et en plus, comme on disait, au lieu de venir permettre au garrot de monter, ce point fixe sur le garrot va juste lui le faire Descendre. descendre. Ouais. Et on a un point fixe qui vient appuyer et venir descendre le garrot du cheval, alors qu'on voudrait que la ligne du dos monte au lieu de venir s'écraser. Ouais. Ouais. Donc, c'est totalement contre-productif à la base comme enraînement. On Ouais. ne parle même pas d'une question philosophique de savoir si le cheval est en coopération. Biomécaniquement, c'est une hérésie. On a Ouais. des muscles, on a des membres qui sont bloqués dans leur action parce que la bouche, enfin parce que l'enraînement vient tirer sur la bouche, donc les membres ont moins de capacité à venir s'avancer et se reculer. Et en plus, le garrot, qui est l'élément central, je le répète, est totalement bloqué, voire même tiré vers le bas. Ouais. Donc on n'est pas sur ouais, on n'est pas sur un Comme truc les enraînements. ouais, méga pertinent, méga pertinent. Moi j'aime bien enfin c'est trop cool ce que tu expliques là. Moi j'aime bien aussi imager ça, tu sais avec parfois on imagine que la mise sur la main c'est rapprocher le menton du poitrail alors qu'en vrai c'est éloigner les oreilles du garrot. Tu vois, donc il y a vraiment, et sur les deux mouvements dont tu parles, il y a vraiment ça. Il y a, quand tu rapproches le menton du poitrail, même chez nous, tu sais, tu as l'espèce de double menton qui arrive là. On fait tous le double menton et du coup, là, on contracte tous les muscles de la gorge, enfin, autour de la gorge, quoi. Et alors, quand on essaye, au contraire, d'éloigner les oreilles, même nous, tu vois, les oreilles de Ouais. ce qui pourrait être le garrot chez nous, ben là, du coup, on sent bien qu'il y a tout qui tire et donc on vient tirer toute la chaîne dorsale et ça, c'est hyper intéressant. Et effectivement, quand on comprend qu'en fait, on cherche à presque, voilà, je rigolais la dernière fois, ne le faites pas, mais en disant un enraînement pertinent, ce serait plus une espèce de barre de fer fixe qu'on accrocherait des oreilles au garrot, tu vois, pour dire les oreilles, il faut qu'elles tirent, plutôt qu'un truc qui rapproche
la tête, quoi. Enfin, ou en tout Oui. cas, le menton du cheval, du Et poitrail. parce que c'est ce qu'on vient de dire. En fait, on veut étirer la ligne du dessus. Et ouais, On se rend compte que dans cet enraînement, au contraire, en fait, on vient la contracter, cette ligne du dessus, puisque, comme tu dis, on rentre la tête dans les épaules. ouais, Donc, on se rend bien compte que visuellement, quand on rentre la tête dans les épaules, on vient raccourcir la ligne du dessus. On vient absolument pas l'étirer. ouais, Comme c'est, après, enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Enfin, je veux dire, on a tous utilisé des enraînements, que ce soit des GOG. Moi, j'ai utilisé des rênes allemandes quand j'étais en club. Quand j'avais 10 ans, parce que ce cheval-là, de toute façon, on ne pouvait le monter, soi-disant, qu'en reine allemande, mais parce qu'il avait toutes ses chaînes, sa chaîne dorsale qui était totalement contractée. C'était un cheval qui était très tendu. ouais, On sait que ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Auprès de Gillian Higgins sur la plateforme Horse Inside Out, qui propose un certain nombre de conférences en ligne en anglais. ouais, Elle faisait le lien entre la chaîne dorsale et le système nerveux sympathique qui est ouais, responsable de la fuite. Donc, on sait qu'un cheval qui va être tendu en schéma d'extension, la tête en haut, la queue en haut, enfin, on le voit, c'est des chevaux qui sont prêts à fuir. Donc, ils ne sont pas prêts à travailler dans le relâchement avec la tête en bas. Enfin, il faut bien se rendre compte que les chaînes musculaires sont liées à des états de tension psychologique. La physiologie affecte la psychologie et la psychologie affecte la physiologie. Donc pour moi, le premier travail à faire avec un cheval qui est dans un schéma d'extension permanent, c'est encore une fois de trouver la cause. Ça peut être une cause environnementale, ça peut être une cause vétérinaire, ça peut être une cause comportementale liée au travail avec l'homme, parce que pas bonne expérience, parce qu'on lui a jamais appris, parce que tout un tas de raisons mm, avant de vouloir résoudre simplement visuellement quelque chose. Encore une fois, l'attitude, c'est le résultat d'un travail. C'est ouais, pas le point de départ du travail, c'est le résultat d'un travail abouti au niveau de la gymnastique, de l'équilibre, de la décontraction, de la coopération. Mais c'est pas le résultat. À la limite, moi, mon cheval met la tête au début du travail, c'est ultra important. J'ai besoin de savoir si mon cheval met la tête à gauche, à droite, en haut ou en bas. ouais, Si, parce que si une fois qu'il est bloqué dans une attitude, je n'ai plus aucune information sur son fonctionnement. ouais, Zéro. ouais, J'ai besoin que mon cheval puisse sortir de la main si, pour une raison ou pour une autre, il peut plus faire autrement et il doit pouvoir le faire. ouais. Mais même nous, et du coup, ça appelle même la façon dont on travaille monté. Parce que effectivement, il y a l'enraînement. L'enraînement, on est sûr que le cheval, il peut pas sortir de lui-même. Mais aussi, il y a la façon dont nous, on en parlait aussi dans l'épisode sur le contact, tu vois. La façon dont nous, on prend le contact ou pas, tu vois, ce truc de se dire, est-ce que, enfin, moi, je fais le lien direct dans ce que tu racontes, tu vois, avec le contact, est-ce qu'on considère que c'est un résultat ou est-ce que c'est un dû? Enfin, tu vois, est-ce que on se dit, on prend le contact de notre cheval et quoi qu'il arrive, je veux ce contact-là et ou alors est-ce qu'on se dit, bah, je prends l'info du contact et ça me donne une info sur le reste du corps. Nous, on a plutôt cette façon de voir les choses, ouais. Ouais, mais alors après, justement, j'ai eu le cas avec une élève il n'y a pas longtemps sur une jument qui était très en arrière du contact et du coup, sa cavalière, pour être sûre, encore une fois, de pas faire de bêtises, enfin, n'osait pas. Ouais, N'osait pas parce que le contact était instable, que le contact était désagréable. Et je lui disais au contraire, il faut qu'elle puisse, encore une fois, trouver un point fixe sur lequel elle va pouvoir venir discuter. ouais. Je ne suis pas contre le contact, je ne suis Ah pas non, contre l'idée de, même à la longe, d'avoir un vrai contact, ouais, de ne pas laisser mon cheval complètement en liberté, parce que pour travailler l'équilibre, je vais avoir besoin du contact. ouais, Euh, Parce qu'encore une fois, elle va me donner des indications, mais ça ne doit pas être un contact fixe et ouais, ouais, figé. Ça doit être une discussion. Et je pense que c'est ce qui nous rapproche. C'est de discuter dans le travail en disant, comme tu disais tout à l'heure, bah regarde, moi je te propose ça. Ah ok, tu me réponds ça. Bah non, regarde, si tu mets ton postérieur ici, là tu vas pouvoir venir engager ton oblique, venir décontracter ta ligne du dessus. Regarde, si tu mets plutôt ton encolure ici, je vais t'apprendre à reporter du poids sur ton autre antérieur et du coup tu vas avoir un meilleur équilibre et du coup tu vas pouvoir baisser la tête. ouais. Euh, Encore une fois, un cheval qui est dans un schéma d'extension, à la base, on l'a dit, hein, ça peut venir de tension extérieure, mais c'est avant tout un problème d'équilibre. Ouais. Bah, et là, ce dont tu parles, je vais faire un parallèle aussi. Le premier parallèle qui me venait, tu vois, la notion de contact, tu dis c'est pas un contact. Du coup, l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre un contact figé, crispé
et un contact mou, et ben moi, enfin, il y a l'image facile de quand tu serres la main à quelqu'un, tu sais, t'as des gens qui serrent la main où t'as l'impression que t'es tout mou, tout, et du coup t'as rien en face. Enfin, tu vois, tu peux pas répondre à ça. Les gens ils te donnent une espèce de main morte là, et tu peux pas répondre à ça. Et au contraire, des fois t'as des gens ils te prennent la main et t'en as mal jusqu'à dans l'épaule. Et ben là, on est sur un contact plutôt crispé. Et en fait, là, le juste milieu, il est hyper intéressant. C'est cette fameuse main un peu présente, mais qui à la fois te permet de t'exprimer aussi. Donc il y a vraiment, il y a un autre. Et de sortir. Et il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit sur cet enraînement à propos de son fonctionnement dans la bouche, Ouais, c'est que ça vient mettre, du coup, ça vient démultiplier les forces, hein, parce qu'un enraînement, ça démultiplie les forces, c'est comme ça. ouais, Et du coup, cet enraînement, il vient prendre un contact perpendiculaire au niveau de la bouche, et du coup, ça vient tirer ouais, le membre vers l'arrière de manière euh, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, et ça vient travailler sur une zone ultra sensible et ultra énervée chez le cheval, c'est les barres sur lesquelles le mors ne doit pas reposer, parce qu'il n'y a aucune possibilité pour les barres de venir dévier les forces. ouais, Et donc, encore une fois, c'est pour l'apprentissage d'un cheval de ce que c'est que le contact, puisqu'on parle de contact, bah, ouais, c'est catastrophique. ouais, Il va associer un contact avec quelque chose de douloureux et de désagréable. ouais, Donc nous, on va arriver avec notre petite main par-dessus, on va dire, putain, je ne comprends pas. J'ai un cheval qui se recule, qui se met en arrière de la main, qui refuse le contact, qui vient se débattre. Alors on va pouvoir faire appel à une bitfiteuse, on va pouvoir... Mais en fait, le problème est bien en amont de ça. C'est l'apprentissage du contact pour un cheval. Et en général, dans les débourrages, et puis après chez les jeunes chevaux, on a quand même une grosse partie de travail à pied dans lequel le cheval va faire l'apprentissage du contact. carrément. Bon, euh, j'allais dire, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait avec cet enraînement? Mais brûle! C'est ça. On en fait, j'en sais rien, une porte de carrière à la place, tu vois, c'est bien, ou un truc, autre chose. On dévie son fonctionnement, enfin son utilité première. C'est hyper important, ouais, pour nous que vraiment euh, vous compreniez, enfin vous allez enfin vous l'avez compris sûrement, hein, mais avec Lucie, l'idée qu'on a, c'est vraiment de mettre la biomécanique et nos connaissances biomécaniques au service du cheval et de l'équitation que vous avez envie de développer. Et clairement, l'utilisation de cet enraînement-là, il y a, ouais, il y a pas de moyen de l'utiliser dans le sens du cheval. C'est complètement à l'inverse de son fonctionnement et donc et du fonctionnement qu'on a envie d'obtenir. Donc vraiment, ouais, mauvaise idée et on espère que vous aurez compris pourquoi grâce à cet épisode de podcast. Si jamais, petit moment, merci déjà Lucie pour encore un nouvel échange hyper intéressant. Si jamais, comme d'hab, c'est le petit moment clôture et fin d'épisode, si jamais vous avez aimé cet épisode, je vous laisse lui mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si jamais vous voulez parler de ce sujet-là, vous pouvez tout à fait venir nous en parler à Lucie ou à moi sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez les liens en description de cet épisode de podcast. Et puis, on se retrouve prochainement. Il nous reste 2 épisodes hyper intéressants à enregistrer ensemble et on est sûr qu'ils vous plairont. Merci Lucie. Merci Morgane, à bientôt.